Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qu'aucun pseudo-journaliste des médias grand public n'explique jamais, comment un régime religieux, une révolution vieille de 47 ans et des cartels de la drogue mexicains sont en réalité connectés par exactement les mêmes réseaux financiers. Et on va voir ensemble pourquoi le corps des gardiens de la révolution islamique iranien n'est pas juste une armée comme on veut bien nous le présenter un petit peu partout. C'est aussi en fait une énorme machine tentaculaire économique et on va voir comment Donald Trump en ce moment est en train de démonter tout ce système pièce par pièce et pourquoi presque personne n'en parle jamais. Et on va commencer de suite avec l'excellente Barbara Boyd. C'est parti. Le sénateur Tim Sheehy a qualifié dans un discours prononcé cette semaine le corps des gardiens de la révolution islamique iranien de secte de la mort. Il en va de même pour leur bailleur de fonds à la City de Londres. Écoutons d'abord le sénateur Sheehy. Ce ne sont pas des organisations humanitaires œuvrant pour la liberté, ce sont des sectes meurtrières et elles veulent que nous mourions tous de mort violente. William Buckley, un ancien officier militaire américain, a été enlevé en 1985. Il a été écorché vif devant les caméras par les Iraniens, des prisonniers de guerre américains qui avaient été capturés. Ils n'ont jamais été qualifiés de prisonniers de guerre car ils avaient été capturés par des terroristes fous. Ils n'étaient donc pas soumis à la Convention de Genève. Ils ont été capturés, assassinés, on leur a percé le crâne à la perceuse électrique. Cela s'est passé en Irak. Ce sont des familles qui ont dû faire face à cela et elles n'ont jamais reçu le moindre centime. Ces familles n'ont jamais obtenu de dédommagement et aucun président ne s'est jamais élevé pour les défendre. Que l'on aime Donald Trump ou qu'on le déteste, que l'on aime ses politiques, que l'on déteste l'ICE, que l'on aime l'ICE, peu importe, il n'y a jamais eu un seul président qui ait tenu tête à l'Iran et riposté. Cette description de secte de la mort correspond à la culture mondialiste malsaine centrée sur la City de Londres, au sein de laquelle le corps des gardiens de la révolution islamique fonctionne depuis 47 ans comme une ressource terroriste déployable. Cette secte plus vaste utilise le narcoterrorisme et le terrorisme religieux iranien comme arme de guerre à l'échelle mondiale. C'est tout aussi meurtrier que les attaques culturelles contre le progrès scientifique et technologique menées sous le couvert de l'écologisme qui tuent plus lentement. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est très rare, un sénateur américain qui ose dire tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas. Le corps des gardiens de la révolution islamique, ce n'est pas juste une armée classique, c'est aussi une vraie machine à tuer. Et pour comprendre pourquoi ce régime existe encore aujourd'hui et pourquoi il contrôle autant de choses, il faut alors remonter jusqu'à l'origine, la révolution iranienne de 1979. Et là, accrochez-vous bien, parce que la version qu'on nous a toujours racontée est vraiment très loin de la vérité. Regardez. En 1979, la révolution iranienne a été orchestrée par les services de renseignement britanniques et américains. À l'époque, le Shah s'employait à faire de l'Iran un État-nation moderne, souverain et industrialisé, alimenté par l'énergie nucléaire. La révolution iranienne a bouleversé tout cela, transformant l'économie iranienne en une colonie dépendante des exportations dont la valeur était déterminée par la City de Londres et de l'empire financier britannique moderne pour son pétrole et son gaz, les pétrodollars que l'ayatollah a investis dans l'immobilier londonien et l'utilité du corps des gardiens de la révolution dans les guerres de procuration empêchait toute nation au Moyen-Orient de contrôler le pétrole et le gaz de la région. En conséquence, le culte de la mort que représente le corps des gardiens de la révolution islamique contrôle désormais plus de 50% de l'économie iranienne. La constitution iranienne de 2004 lui permet d'en contrôler jusqu'à 80%. La branche de construction du corps des gardiens de la révolution islamique, Khatam al-Anbiya, réalise bel et bien des ouvrages concrets, barrages, oléoducs, raffineries de pétrole. Et elle emploie une part importante de la population, mais elle est dirigée par un groupe restreint d'initiés du corps des gardiens de la révolution islamique qui ne rendent de compte qu'à l'ayatollah. Les bonyads, des organisations caritatives religieuses censées être exonérées d'impôts et qui existent depuis le régime du Shah, exercent un immense pouvoir économique et politique, reléguant le Parlement au second plan. La plus importante d'entre elles, Bonyad Mostazafan, pèse plusieurs milliards et détient des participations dans les secteurs de l'énergie, des mines, de la finance et de la construction. Ces participations sont censées profiter aux pauvres, mais en réalité, elle est contrôlée directement par l'ayatollah et sert à financer le régime et ses mandataires terroristes. Ces structures, des entités agréées, exonérées d'impôts, qui ne rendent de compte qu'à l'ayatollah, dotées de leurs propres entreprises ainsi que de branches policières et militaires, fonctionnent de manière très similaire à la Compagnie britannique des Indes orientales au sein de l'ancien empire britannique. Un État féodal au sein de l'État qui assure la cohésion de l'économie iranienne, emploie sa population et impose une loyauté sans faille envers le régime. La situation actuelle de l'Iran est le fruit du mouvement écologiste mondial néo-féodaliste.
Il s'agissait d'un effort mondialiste visant à geler, voire à anéantir le progrès technologique à l'échelle mondiale afin de préserver le pouvoir d'une petite élite. En 1968, un petit cercle d'industriels d'élite a fondé le Club de Rome, proclamant la nécessité absolue de limiter la croissance économique. En 1975, Henry Kissinger avait publié le Mémorandum de sécurité nationale numéro 200 qui constituait la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Ce document affirmait que le développement industriel et la croissance démographique qui en découlait, tant dans le tiers-monde qu'ailleurs, menaçaient le monopole sur les ressources énergétiques naturelles limitées et par conséquent menaçaient les États-Unis. Le contrôle démographique était urgent, le développement a été de fait stoppé. Il existe une ligne de continuité entre la NSSM 200 et l'Alliance mondiale pour le zéro net de Mark Carney, que l'administration Biden a pleinement soutenue et mise en œuvre. Elle visait à limiter à l'échelle mondiale le financement des projets énergétiques aux seules sources d'énergie verte capables d'alimenter les États petits et vraiment sans importance. Donc on voit tous que derrière ce pseudo-discours écologiste officiel se cache une stratégie beaucoup plus ancienne, freiner le développement industriel des pays entiers pour pouvoir préserver le contrôle de quelques élites financières. Et ça, bien évidemment, ça pose une question très simple qu'on devrait tous se poser. Est-ce qu'on nous a menti pendant des décennies sur les vraies raisons de la crise énergétique mondiale? Dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires ci-dessous. Et justement, pendant que tout ce système ralentissait le monde depuis 50 ans, quelqu'un vient de décider de tout inverser d'un seul coup. Regardez. Hier, le président Trump a complètement renversé la donne. Le voici en train de présenter l'antidote à ce poison dans le bureau ovale. L'année dernière, j'ai signé 4 décrets historiques visant à relancer une vague de progrès dans la production d'énergie nucléaire aux États-Unis et de promouvoir cette source d'énergie abondante, abordable et illimitée pour le peuple américain. Dans le cadre de cet effort, j'ai chargé le secrétaire à l'énergie Chris Wright de mettre en place un programme pilote consacré aux réacteurs de nouvelle génération et de veiller à ce que au moins 3 réacteurs de pointe soient mis en service dans toute sécurité d'ici le 4 juillet. Et ce que nous avons accompli tient presque du miracle. La plupart pensaient que cet objectif était impossible, mais je suis ravi d'annoncer que 4 entreprises ont réussi à respecter ce délai, ce qui en fait les meilleurs au monde dans ce domaine. Voici le secrétaire à l'énergie, M. Wright. Je pense qu'au cours des 30 ou 40 dernières années, l'industrie nucléaire américaine est restée en sommeil. La plupart des réacteurs construits à travers le monde l'ont été par la Russie et la Chine, tant sur leur territoire qu'à l'étranger. Le président Trump a déclaré qu'il en avait assez. Les États-Unis vont redevenir le leader dans le domaine nucléaire, tant pour les grands réacteurs que pour les petits réacteurs de nouvelle génération. Il s'est fixé un objectif ambitieux. Cet objectif a été dépassé. Je suis extrêmement fier d'être ici aux côtés de ces fabuleux entrepreneurs. En 1979, l'année même où la révolution iranienne a anéanti le projet du Shah de développer son pays, l'accident de Three Mile Island a sonné le glas de l'énergie nucléaire aux États-Unis et a marqué le début de notre propre descente vers la recolonisation par l'empire mondialiste. Les 4 entreprises nucléaires privées qui ont respecté le délai fixé par le président sont solidement ancrées dans la nouvelle économie de notre avenir. Ils ont tous construit des micro-réacteurs opérationnels basés sur de nouvelles conceptions et visent à les mettre en service d'ici 2028. Antares Nuclear construit des réacteurs destinés à alimenter le système de défense Golden Dome contre les missiles nucléaires ainsi que l'exploration spatiale et la colonisation spatiale. Valar Atomics construit des réacteurs modulaires destinés à fonctionner au sein de gigasites regroupés afin de produire des hydrocarbures synthétiques, de l'hydrogène et des carburants propres ainsi qu'une énergie massive pour l'armée américaine et l'industrie lourde. Les micro-réacteurs containerisés de Deployable Energy sont conçus pour les missions de défense, les communautés isolées, les régions minières et la résilience des infrastructures critiques. Halo Atomics construit de petits réacteurs destinés à alimenter des centres de données IA. Isaiah Taylor de Valar Atomics a assez bien résumé la situation. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre leadership. En cette période, je pense que les États-Unis ont été à l'avant-garde de l'énergie nucléaire depuis le tout début. Nous avons été les premiers au monde à mettre en service un réacteur de nouvelle génération. Nous avons également été les premiers au monde à mettre en service n'importe quel type de réacteur, mais au cours des 30 dernières années, nous nous sommes davantage intéressés à PowerPoint qu'aux centrales nucléaires et c'est grâce à votre leadership que cela est en train de changer. À l'heure actuelle, l'économie mondiale dans son ensemble et les relations entre les États sont réglées concrètement par la géologie.
Le pétrole et le gaz sont concentrés dans des endroits spécifiques. Les extractions nécessitent des capitaux et des infrastructures, et le transport de ces combustibles vers les lieux de consommation crée des points de contrôle et des relations économiques de forte dépendance. La renaissance de l'énergie nucléaire fait voler en éclats tout ce système primitif et féodal. L'énergie devient bon marché et mobile. L'énergie s'éloigne des points de contrôle de l'Empire britannique pour rejoindre les nations où les créateurs et les travailleurs mettent en œuvre la créativité humaine avancée, qu'elle soit scientifique, technique ou autre. C'est exactement le système d'économie politique américain tel qu'Alexander Hamilton l'a conçu. Alors là, évidemment, on touche au point central. Trump ne se contente pas de construire des réacteurs, il change carrément les règles du jeu, parce que tant que l'énergie dépend du pétrole et du gaz, tous ceux qui contrôlent les points de passage de toutes ces énergies et de la finance internationale gardent la main absolument sur tout. Et le jour, bien évidemment, où l'énergie deviendrait complètement abondante, locale et mobile, ce contrôle massif, immense, gargantuesque des élites s'effondrerait alors tout simplement. Et maintenant, regardez comment cette même logique de guerre financière s'applique au cartel de la drogue et au régime iranien. C'est tout de suite. Maintenant, les cartels de la drogue criminelle au Mexique et leurs bailleurs de fonds ressemblent beaucoup au corps des gardiens de la révolution islamique et sont en réalité issus du même père. Ce sont des sectes de la mort qui se livrent au trafic sexuel d'armes et de drogue avec le soutien de financiers d'élites qui tirent profit de leurs crimes. Sous l'administration Biden, ils ont provoqué chaque année un attentat faisant de nombreuses victimes aux États-Unis, tuant 100 000 de nos concitoyens, dont beaucoup de jeunes. Le ministère des Finances utilise les mêmes opérations de surveillance militaire que celles mises en œuvre en Iran pour les éliminer. En Iran, Scott Bessent cible les ventes de pétrole, les réseaux bancaires qui blanchissent l'argent du pétrole, les ventes d'armes, ainsi que les crypto-monnaies auxquelles l'Iran a recours pour contourner complètement le système bancaire. Le Trésor a commencé par geler 340 millions de dollars en crypto-monnaies liées à l'Iran et fin mai, M. Bessent a déclaré que le montant total des saisies avait dépassé le milliard de dollars. Les saisies de crypto-monnaies par le Trésor ont débuté à Londres en janvier. Bloomberg a emboîté le pas avec des révélations, montrant que l'ayatollah Khamenei et le corps des gardiens de la révolution islamique avaient investi des millions dans l'immobilier londonien. Le Trésor estime que la campagne de pression américaine pourrait coûter à l'Iran 170 millions de dollars par jour en perte de recettes pétrolières. Et ils ont clairement indiqué qu'ils n'en resteraient pas là. Si l'Iran ne conclut pas d'accord, les compagnies aériennes et maritimes seront les prochaines cibles. Début 2025, l'administration Trump a désigné les cartels de la drogue mexicains comme des organisations terroristes étrangères à l'instar du corps des gardiens de la révolution islamique. Cela déclenche des sanctions, des saisies d'actifs et un renforcement des poursuites judiciaires en recourant à tous les outils de surveillance et de renseignement propres à la guerre. Depuis lors, le Trésor mène une campagne soutenue quasi mensuelle contre l'infrastructure financière du cartel de Sinaloa. En mars 2025, le Trésor a sanctionné 23 personnes et entités impliquées dans l'approvisionnement en précurseurs du fentanyl. En octobre 2025, le Trésor américain a pris pour cible spécifiquement la faction des Los Chapitos, la branche dirigée par les Fugitive Sons of El Chapo, en imposant des sanctions à 8 personnes et à 12 entreprises basées au Mexique, dont la société Sumilab, spécialisée dans la fourniture de précurseurs. La mesure la plus radicale a été prise cette semaine. Le 23 juillet, le Trésor américain a annoncé ce qu'il a qualifié de plus grande opération jamais menée contre le cartel du CJNG, en sanctionnant plus de 50 personnes et entités issues des instances dirigeantes du cartel, des réseaux de trafic de drogue et des réseaux financiers illicites. Les chefs de cartel et les responsables gouvernementaux qui les soutenaient ont été arrêtés et inculpés simultanément. En février 2025, le Mexique a extradé vers les États-Unis des dizaines de figures de haut rang des cartels, marquant ainsi le coup d'envoi de la campagne. En août, le Mexique a extradé 26 autres trafiquants présumés de haut rang, ainsi que 17 membres de la famille du fondateur du cartel de Sinaloa, El Chapo Guzman. Les forces armées mexicaines, avec l'aide des États-Unis, ont tué le chef du CJNG, El Mancho, lors d'une opération militaire à Jalisco. En avril de cette année, les procureurs du district sud de New York ont inculpé le gouverneur de Sinaloa et 9 autres responsables mexicains actuels ou anciens d'avoir fourni une protection aux dirigeants du cartel de Sinaloa en échange de pots de vin. Vous voyez donc que Donald Trump fait tout ce qui est en son pouvoir pour briser l'empire des oligarques de ce nouvel âge sombre sur l'âme américaine.
Contrairement à ce que vous lisez dans la presse, il suffit de regarder les pionniers de la renaissance nucléaire qui se sont réunis hier à la Maison-Blanche. Ils sont jeunes et exceptionnels. C'est pourquoi les mondialistes font tout ce qui est en leur pouvoir, soit pour éliminer Trump, soit pour le neutraliser lors des élections de mi-mandat. Alors tout ça, bien évidemment, c'est plus de la géopolitique classique, c'est une énorme bataille pour savoir qui va contrôler l'énergie et l'argent dans les prochaines décennies. Et Donald Trump attaque en même temps le financement de l'Iran, les cartels et tout ce vieux système de rareté énergétique qui enrichit les pseudo-élites agavées depuis des décennies. Et c'est précisément pour ça que la réaction est aussi violente, parce que tous ceux qui ont construit tout ce système depuis 50 ans ne vont pas le laisser s'effondrer sans se battre jusqu'au bout. Ces gens sont vraiment capables de tout. Et en ce moment, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et plein d'autres pays sont en train de carrément tout brûler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais rouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part et même 1 euro par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer toutes ces vidéos. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et toujours indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.